Bonjour, vous regardez le programme analytique La Voix de la Vérité. Notre invité du jour, c'est Erwan Castel. Moi, je m'appelle Vladislav Brig. Bonjour Erwan. Je sais que vous êtes dans la République populaire de Donetsk depuis un moment déjà. Est-ce que vous pouvez parler un peu de vous? Bien sûr. Alors j'ai 54 ans. En novembre 2013, je me lance dans la réinformation au moment du Maïdan, inquiet et sensible à la propagande de guerre occidentale et essayant d'inverser un peu et de libérer la vérité. À l'issue des massacres de Odessa et du bombardement de Lugansk, je prends la décision de quitter la Guyane française où je travaille comme guide et expédition et de rejoindre le Donbass. Donc en passant par l'Europe, Moscou et Rostov, je rejoins donc Donetsk au tout début de l'année 2015 où je m'engage donc à ce moment-là dans l'armée pour apporter ma contribution en tant que volontaire européen. Donc au bout de bientôt 3 ans de présence à Donetsk, j'ai pris la décision il y a 3 mois, après avoir déjà servi 1 an, de retourner donc sur le front dans l'armée pour continuer à défendre la République. Vous êtes engagé dans l'armée de la République populaire de Donetsk. Dans quelle position vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Alors, pour ce 3e engagement dans l'armée de la République de Donetsk, en fait, j'ai opté pour une unité qui est située sur une ligne de front assez tendue entre Yazinovataya et Avdiivka. Donc, c'est l'unité, la brigade Piatnachka. Donc, nous sommes déployés sur une zone qui autrefois était une zone industrielle, aujourd'hui complètement détruite, et qui a la caractéristique en fait d'être très proche de la route Donetsk-Gorlovka, et aussi qui est une zone normalement neutre, telle que définie par les accords de Minsk, mais qui depuis plus d'1 an a été progressivement envahie par l'armée ukrainienne. Donc sur notre position, que je ne peux bien sûr dévoiler, les forces ukrainiennes sont situées entre 70 mètres et 500 mètres. Donc on peut dire que c'était la zone neutre, ce qu'on appelle chez nous la zone grise, la zone démilitarisée qui a été progressivement envahie par les Ukrainiens. Tout à fait. En fait, on peut voir une tactique ukrainienne de sabotage des accords de Minsk, tout en, entre guillemets, faisant attention de ne pas créer un casus belli. Donc les accords de Minsk prévoient normalement une zone grise de 2 km de large qui doit être neutre et démilitarisée. Donc depuis mars 2016, principalement justement dans la zone où je suis déployé, les Ukrainiens ont engagé une tactique qu'ils appellent eux-mêmes saut de crapaud. Donc sous forme de provocation et de reconnaissance offensive, ils avancent en fait leur position jusqu'à arriver au contact physique avec les positions avancées républicaines. Donc cette situation n'est pas exceptionnelle, elle est présente sur tout le long de la ligne de front, depuis Novoazovsk jusqu'au secteur de Debaltsevo, pour ne parler que de la République de Donetsk. Et on se retrouve en fait avec une ligne de front où le cessez-le-feu est quasiment impossible à respecter sur ces fameuses zones de contact. Alors il faut bien comprendre qu'en dehors de l'aspect diplomatique d'un cessez-le-feu qui n'est pas respecté, il y a sur le plan militaire des conséquences importantes. Je vais essayer d'être concis. Dans une zone de front, il y a normalement une zone neutre qui a l'avantage de donner un temps de réaction aux défenseurs. Ce temps de réaction, c'est la largeur de la zone. Donc quand l'ennemi attaque, on a la traversée de cette zone pour réagir et faire venir des forces en secours, en renfort. Donc comme le front maintenant est transformé dans beaucoup d'endroits en zone de contact, ça nous oblige, nous, les forces républicaines, à déployer déjà des unités en renfort en permanence sur cette zone de front. Donc on peut imaginer que cette tactique ukrainienne correspond en fait à la première phase d'une trilogie stratégique et tactique qui existe depuis les guerres préhistoriques, à savoir fixer, déborder, attaquer. Donc on peut dire que d'un côté l'Ukraine se met à crier haut et fort que les accords de Minsk ne sont pas respectés quand ils reçoivent une riposte, et en même temps c'est eux qui provoquent tout le temps. Alors, tout à fait, il suffit de regarder l'évolution
de la carte de la ligne de front. Lorsque les accords de Minsk sont signés, donc les deuxièmes, Minsk II, en février 2015, la route Donetsk-Gorlovka, elle est libre. On peut l'emprunter, les civils, les convois peuvent passer par cette route qui rejoint donc au nord de Donetsk, le nord de la République. Aujourd'hui, en fait, cette route, elle est sur un tronçon immédiat au nord de Donetsk, elle est interdite à la circulation parce que justement les Ukrainiens ont avancé en direction de Yazinovataya. Ça, c'est déjà sur le plan stratégique, on voit bien que c'est l'Ukraine, en fait, qui grignote le terrain. Ensuite, sur le plan plus tactique, en fait, et quotidien, jour et nuit, en fait, sur ces zones de contact, nous subissons des tirs permanents des forces ukrainiennes. Alors, principalement dans les calibres autorisés, entre guillemets autorisés, qui ne sont pas pris en charge par les retraits définis par Minsk. Donc on a toutes les armes automatiques, les armes légères, les mitrailleuses, les canons sans recul, les mortiers de 82 mm, les lance-roquettes. On a vraiment un déluge permanent. Toutes les heures, on subit des tirs de la part des forces ukrainiennes. Le seul avantage, en fait, c'est que sur la position où je suis déployé, nous ne subissons pas l'artillerie lourde ukrainienne, c'est-à-dire les calibres supérieurs à 100 mm, pour la simple et bonne raison que les avant-postes ukrainiens sont beaucoup trop proches de notre position et risqueraient également de subir les tirs de leur artillerie. Alors je précise peut-être pour éventuellement interpréter ça par rapport au moral du soldat ukrainien, c'est que les tirs de l'armée ukrainienne sont des tirs désordonnés, anarchiques, énervés. On a souvent des très longues rafales, des gens qui tirent n'importe où dans la nuit sans vraiment acquérir une cible précise. Donc moi je traduis ça comme étant plutôt un problème de morale et d'encadrement des unités ukrainiennes. Nous observons ce comportement de l'Ukraine et qui voudrait montrer à la communauté internationale que l'Ukraine subit le feu des terroristes. Mais est-ce que vous avez des échos de ce qui se passe en France? Comment en France la situation est-elle perçue par le public? Alors, les échos que j'ai de France ne s'améliorent pas en fait. C'est-à-dire qu'on a des gouvernements français qui sont de plus en plus affidés, inféodés en fait à la propagande de guerre américaine et qui verrouillent complètement les médias, y compris même les réseaux sociaux. On commence à voir des attaques très importantes sur les sites de réinformation qu'on peut trouver sur Internet ou même dans les réseaux sociaux personnels. Et donc la guerre va continuer à être masquée par cette propagande de guerre. Et il y a aussi la lassitude, parce que maintenant ça fait plus de 3 ans que ça dure. Donc effectivement, il peut y avoir un problème de lassitude et d'assoupissement de la tension. Et le gouvernement Macron, en fait, aujourd'hui, plutôt que de rentrer dans une position de réserve et de neutralité, justement, tel que suppose son rôle dans les accords de Minsk, on s'aperçoit que le gouvernement Macron va plus s'engager physiquement même au niveau du gouvernement de Kiev, comme le prouve d'ailleurs le récent accord entre la gendarmerie française, un accord de coopération signé pour la gendarmerie française avec la garde nationale républicaine ukrainienne. Donc la garde nationale ukrainienne collaborant avec la gendarmerie française, personnellement je trouve ça très scandaleux dans la mesure où il y a au sein de cette garde nationale ukrainienne en fait des bataillons qui ont été étiquetés comme criminels de guerre. Après, sur le plan personnel, quand je regarde entre guillemets la dissidence politique française, je suis très déçu par exemple l'absence quasiment totale de soutien de la part des mouvements dits de gauche en France. Parce que le Donbass, c'est quand même la révolte d'une république, une rébellion populaire qui donne naissance à une république avec un projet social,
contre justement une hégémonie ultralibérale portée par les Américains, l'Union européenne et le gouvernement de Kiev. Et la gauche française n'a pas du tout bougé pour soutenir les républiques du Donbass, ce que je trouve moi aussi de ce côté-là assez scandaleux. Quant à la nébuleuse nationaliste, donc on va dire de la branche opposée de la droite, on s'aperçoit, pas seulement en France mais dans toute l'Europe, que la crise ukrainienne l'a complètement explosé. D'un côté, on a ce que j'appelle moi les réactionnaires, qui vont être plutôt des nostalgiques, agitant des flambeaux et des symboles, on va dire, fascistes, qui vont se rapprocher du discours ethnocentré de Svoboda, de Price Sector. Et de l'autre côté, on a plutôt des conservateurs. Heureusement qu'il existe ce genre d'analyse, donc des conservateurs qui vont plutôt s'attacher aux valeurs qui sont défendues par les uns et les autres, et partageant les mêmes valeurs européennes que celles qui sont défendues ici, ils vont se rapprocher de la position multipolaire de Moscou. Erwan, vous qui êtes quelqu'un qui est venu dans le Donbass de l'extérieur, comment vous voyez la perspective du monde, du pays ukrainien dans le Donbass? Je pense que la conséquence de cette guerre, c'est d'avoir révélé en fait l'artificialité de l'Ukraine, qui était cohérente à partir du moment où elle était intégrée dans le monde soviétique. Quand l'Ukraine était intégrée dans le monde soviétique, elle pouvait vivre d'un seul tenant. Ce monde soviétique ayant disparu, les différences ont ressurgi à la surface, et je pense aujourd'hui, quelle que soit la conséquence de la guerre, que l'Ukraine restera un pays aujourd'hui complètement éclaté. Alors je souhaite bien sûr du fond du cœur, en tant que soldat, puis aussi en tant qu'habitant d'Oktyabrsky, un quartier qui est fortement touché par la guerre, que la paix arrive. La guerre n'a jamais été une perspective de vie, un avenir viable pour les populations. Maintenant, vouloir la paix, c'est une chose, mais pas au prix de la liberté. Donc le plus important, c'est défendre les libertés, l'identité et la liberté en général des peuples. Cette expérience militaire me fait, et l'expérience de vie également dans le Donbass, me fait découvrir une dimension, je dirais une dimension de la notion d'empire, qui a différencié de l'impérialisme, par exemple américain. Cette notion d'empire, pour moi, est une caractéristique et la grande force du monde russe. Elle a traversé les différents âges de la Russie, que ce soit l'âge tsariste, l'âge soviétique ou aujourd'hui l'âge fédéral. On voit une notion d'empire qui apporte un patriotisme qui est au-delà, en fait, d'une identité communautariste. Ce n'est pas un patriotisme orthodoxe, ce n'est pas un patriotisme blanc, ce n'est pas un patriotisme politique. Il y a quelque chose de métaphysique qui unit en fait tous les peuples de Russie entre eux. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire pour moi. Dans mon groupe, j'ai un volontaire qui gagnait très bien sa vie comme pêcheur au Kamchatka, et donc vraiment à l'autre bout de ce pays où le soleil ne se couche jamais, comme on dit. Et il est païen, asiatique, et il est venu ici, dans le Donbass, défendre une population russe, européenne et orthodoxe. On a dans le même groupe quelqu'un qui vient de Sibérie. Il vient de Nolinsk, donc pareil, un pays, on va dire, au fin fond de la Russie. Et pareil, il est venu ici parce qu'il éprouve ce sentiment de fraternité par rapport à la population du Donbass. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, conforte mon idéal métapolitique. À la fin de notre programme, je voudrais vous demander, Erwan, si vous avez un message à transmettre, soit aux téléspectateurs, soit à dire quelque chose devant les caméras. Il y a en Europe une guerre qui fait rage depuis bientôt 4 ans, entre la crise ukrainienne du Maïdan et la guerre civile du Donbass. Cette guerre menace l'Europe, c'est une guerre que beaucoup cherchent à cacher, mais qui fait des morts tous les jours, des blessés tous les jours parmi les militaires et les civils qui sont engagés. Il y a une attention particulière à avoir sur cette zone de conflit
car ce n'est pas un conflit ukraino-ukrainien, c'est un conflit qui a déjà des enjeux et des menaces sur le plan mondial. On est sur une guerre qui s'exprime ici dans le Donbass, mais qui est en fait une guerre internationale menée par un monde ultralibéral contre un monde dissident qui essaye de résister à la dictature de la marchandise. Voilà, donc il faut continuer à rester attentif, surveiller ce conflit et essayer de soutenir toutes celles et ceux qui sont engagés, à commencer par les populations des républiques de Donetsk et Lugansk. Merci Erwan d'être venu présenter cette situation. Je vous souhaite bonne chance et je vous souhaite aussi avant tout de la santé et bon courage. Vous avez regardé le programme analytique La Voix de la Vérité. Je m'appelle Vladislav Brig. Notre invité du jour, c'était Erwan Kastel, volontaire dans le Donbass.